Je m'appelle Danielle Filion, je suis directrice des programmes au Québec à Mission Inclusion. Oui, on a une longue histoire de travail avec les crises à Mission Inclusion. Au départ, la première œuvre du cardinal Léger, elle a été mise en place suite à une crise. Puis cette crise-là, c'était les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. Donc la première fois qu'il y a eu un travail de fait, il y a eu une filiale qui a été créée qui s'appelait la Croix d'Or. Puis ça venait apporter du secours aux enfants qui étaient devenus orphelins en Italie suite à la Première Guerre. Donc, il y avait eu, là encore, un appel à la population québécoise pour venir soutenir ces populations-là. Donc, la manière d'intervenir, je te dirais, c'est il y a l'observation d'une crise ou d'un problème social grave. Puis chez nous, ce que ça donne, c'est un appel à l'action, qui est un appel à la contribution de la communauté. Puis à la suite de ça, ce soutien-là est transféré directement dans les organismes locaux, des organismes de la base, pour pouvoir apaiser, dans ce cas-là, par exemple, en 1948, c'était apaiser les souffrances des orphelins. Au fil des décennies, au fil des années, il y a eu d'autres fois, plusieurs fois, 5, 6, 7 fois, des interventions de ce type-là qui ont donné lieu à chaque fois à un appel à l'action. En Afrique, avec l'Institut du cardinal Léger, c'était davantage au niveau de la santé, quand il y a eu l'observation de ces maladies importantes qui sévissaient énormément, entre autres au Cameroun. Puis là, je vois que ça avait été fondé en 1962, ça fait longtemps. Maladie qui handicapait là, gravement les gens pour toujours, comme la poliomyélite, entre autres. Ça, c'est en 1962, mais à travers l'histoire, plus récemment et au Québec, il y a eu la mise en place de secours aux aînés, début des années 80, qui venait répondre à la détresse des aînés isolés. Des fois, c'est pas tout le temps une crise, une catastrophe qui arrive d'un coup, qui est spectaculaire. Des fois, c'est vraiment la réponse à un problème qu'on observe depuis un certain temps, puis tout d'un coup, là, il y a quelque chose qui dépasse les bornes, je te dirais. Puis c'est à ce moment-là qu'il y a une mobilisation pour aller chercher des fonds. Ça fonctionnait il y a plusieurs décennies, puis ça fonctionne encore maintenant aussi, de cette manière-là. Puis ça a fonctionné aussi dans le cadre de la COVID-19, là, plus récemment. Dans nos fonctionnements, nous, on était sur notre lancée, comme d'habitude, avec notre appel à projet du 1er mars. Le 1er mars, on a reçu une quarantaine de dossiers d'organismes qui nous faisaient des demandes sur plein de choses, toutes sortes d'initiatives qui sont davantage de type, c'est un type collectif, c'est ce qu'on promouvoit d'habitude à Mission Inclusion, puis tout d'un coup, ces choses-là ne pouvaient plus se faire. Fait que on a dit, un exemple de flexibilité, je sais que d'autres fondations ont fait ça aussi, mais c'est de dire aux organismes, inquiétez-vous pas, les actions que vous allez pouvoir faire vous-même quand vous allez revenir un peu à la surface après ça. Si ça vient soutenir des populations vulnérables, ça passe, c'est correct aussi. L'objectif est atteint, donc même si les projets étaient modifiés, il y en a une grande part qui ont été modifiés. Il n'y avait pas de problème. Tout le monde a compris ça à l'interne. Nous autres, c'est sûr, à la permanence des programmes, la direction générale, le conseil d'administration, ça allait de soi qu'il fallait faire quelque chose puis s'adapter. Donc, on a fait, c'était le premier mouvement, c'était de dire ça va être correct. Ne vous inquiétez pas. Juste préciser qu'on n'avait jamais eu un fonds d'urgence pour le Québec. C'était une première à Mission Inclusion. On a eu par le passé souvent des fonds d'urgence à l'international, en lien avec des catastrophes naturelles. Donc, faire un appel à la population de contribution, puis après ça, ces fonds étaient redistribués dans les partenaires sur le terrain. Pour le Québec, ça l'a fait, oh, est-ce qu'on se lance là-dedans? On n'avait jamais fait. On est équipé pour le faire parce qu'on a toutes nos équipes de développement philanthropique, mais c'est quand même, on s'est dit, oh, OK, mais là, la mise en place de ça, il fallait y réfléchir un petit peu. Puis on a eu quelque chose qui nous a fait réfléchir vite. C'est un don important d'une autre fondation, qui est la Fondation McConnell, qui ont fait en sorte qu'on a pu commencer à se déployer tout de suite. On n'attendait plus nécessairement les fonds qui arrivaient
les fonds arrivent assez rapidement du grand public, mais on ne sait pas à quelle vitesse ça s'en vient. Le don d'urgence qu'on a reçu nous a permis tout de suite de se dire, OK, comment on commence à travailler, compte tenu qu'il y avait déjà un mouvement du monde philanthropique puis des fondations qui disaient, OK, nous autres, on est là pour ça. On faisait partie de cette coalition-là. Nous, on s'est dit, avec les fonds qu'on a, on va être capable de faire quelque chose en complémentarité avec ce premier grand mouvement de fonds d'urgence là, à l'échelle du Québec. Fait qu'on est tout de suite, on a tout de suite fait un appel à projet très court pour les projets en région éloignée qui travaillaient avec les aînés. Parce que c'est la première chose qu'on entendait, là, c'était le problème avec les aînés au début de la pandémie. On entendait, c'est sûr, les problèmes en CHSLD, là, mais le problème de solitude, le problème de fracture numérique, le problème, il y en avait plusieurs. Fait que les organismes qui sont beaucoup en région ont un travail au niveau des popotes roulantes. Ça devenait d'autant plus pertinent, les popotes roulantes. Fait qu'on a pu apporter notre appui à ce niveau-là au début. Après ça, à d'autres niveaux. C'est pas tout un fonds d'urgence, hein. Il y a d'autres manières d'être pertinent puis d'apporter son soutien en temps de pandémie. Dans les 2 premières semaines, on a eu une invitation à contribuer à une étude qui était inégaux face au coronavirus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début de la pandémie, on lisait dans les journaux, ah, le coronavirus il est démocratique, il touche toute la population mondiale, tout le monde, toutes les classes sociales. Nous, on a l'habitude de voir que c'est pas ça qui se passe. C'est que même si tout le monde peut attraper le virus, c'est pas tout le monde qui s'en sort également. Fait que c'est ceux qui ont plus de ressources, plus de moyens, qui vont s'en sortir mieux. Là. On l'a vu à l'œuvre après, avec les mois qui ont passé, que c'était effectivement le cas. Mais tout de suite, on a contribué à cette étude de l'Observatoire des inégalités du Québec. L'Observatoire québécois sur les inégalités. Donc, on voulait que les gens réalisent qu'ils étaient pour avoir des conditions beaucoup plus difficiles pour les gens qui sont déjà vulnérables. C'est ça s'est passé comme ça finalement. Donc ça, c'est la première chose, l'étude à la fin mars, c'était vraiment rapide. Après, on a soutenu une initiative Riposte. Le projet Riposte, un média en ligne qui s'est mis en place à l'initiative de notre partenaire PAIR. On est venu soutenir financièrement cette initiative-là pour documenter tout le travail qui était fait par les organismes communautaires en pleine pandémie, en plein confinement au début. Donc, c'était beaucoup des enregistrements par Zoom parce qu'on ne pouvait même pas se rendre dans les organismes pour filmer quoi que ce soit. Il y a eu un travail énorme, là, des fois plusieurs capsules par semaine dans plein d'organismes qui montraient les conséquences de la COVID dans un paquet de communautés auprès d'un paquet de populations. Comment aussi les organismes ont fait face à ça. C'est hyper intéressant, c'est toujours actif comme média en ligne Riposte. On a fait aussi un soutien particulier qui n'était pas à un organisme de première ligne vers des populations vulnérables. C'est le projet Ricochet qu'on a soutenu, qui est porté par la clinique Spot à Québec. Donc, c'est un projet qui a une ampleur davantage dans le Grand Québec et Charlevoix. Il y avait comme mandat de soutenir les intervenants pour prévenir des problèmes de santé mentale dans les équipes de travail, parce que c'est quelque chose, travailler en mode confinement avec des populations difficiles à rejoindre. Les travailleurs ont été soumis là, à des gros stress. Fait que ce projet-là venait faire en sorte... C'est un projet qui existe toujours, je vais vous dire. Là. Le besoin est toujours là. Le besoin, on l'entend aussi dans le réseau public en ce moment, de supporter les travailleurs, les infirmières, entre autres. On en entendait parler. Mais ce projet-là a été soutenu dans le cadre de notre fonds d'urgence, mais vraiment pour un travail de soutien des travailleurs. Je vous dirais, au niveau organisationnel, ça nous a montré qu'on était capable aussi de se revirer de bord puis de faire un travail pertinent malgré tout, malgré l'adaptation avec les organismes qu'on soutient. On a été capable d'être à l'écoute, d'être flexible. Fait que ça, c'est ce qu'il faut faire. T'sais, après coup, on le fait. Puis après coup, on s'est dit, OK, ça, c'était la bonne attitude. Des fois, on fait des apprentissages parce qu'on a fait des petites erreurs. Nous autres, c'est sûr qu'on a appris, là, avec le fonds d'urgence, il y avait des choses que, oups, comment ça marche cette affaire-là? On n'avait jamais opéré quelque chose de ce type-là. Donc, au niveau du fonds d'urgence, ça a super bien fonctionné, mais on s'est dit, une prochaine fois, il y a des choses qu'on va changer pour être encore plus efficace puis encore plus près des organismes. Au niveau du monde philanthropique, parce qu'on a vu ça aller, pour moi, une première fois de voir les fondations agir ensemble rapidement sur un enjeu comme ça, là, un enjeu urgent. Donc, j'ai trouvé ça assez spectaculaire, la manière si efficace et agile
qui ont eu. Les fondations faisaient partie de ça. Là. On s'est mis vite à communiquer ensemble sur une plateforme, la plateforme Slack, quelque chose que je ne connaissais pas non plus. Puis tout d'un coup, qui fait quoi, comment, les budgets, comment ça va être distribué, comment ça va être administré. On a vu des grandes fondations faire des dons à d'autres fondations. Puis nous, bien, on a fait partie de ça. Avec nos orientations qui ont été particulières, qui voulaient être complémentaires à ça. Donc, ce que j'ai vu, moi, un apprentissage, c'est « Ah, ça peut fonctionner super bien ». En mode urgent, là, ça, c'était une première aussi, puis c'était un apprentissage. Ce qu'on a vu aussi, puis qu'on continue de voir, c'est toute l'importance du mouvement communautaire. Ça, c'est un apprentissage, je vous dirais, parce qu'on travaille depuis si longtemps avec le mouvement communautaire québécois. On le voyait déjà à l'œuvre, mais là, tout d'un coup, avec la pandémie, c'est comme le caractère essentiel de ces organisations-là qui sont à un niveau très local, près de la base, qui fonctionnent avec une approche très de proximité. Sans ça, sans leur apport, je ne sais pas qu'est-ce qui serait passé. Là. On ne peut pas s'imaginer des fois comment il y avait des milieux fragiles, mais eux, ils étaient là. Ils étaient déjà là. Fait que là, de travail, de vite pouvoir répondre à des besoins, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Fait que c'était comme, ah wow, tu sais, ça a été documenté à travers RIPOS, mais je trouve que c'est quelque chose, puis on ne doit pas l'oublier, là, quand la pandémie va être terminée. Ce travail-là est fondamental, puis il doit continuer à être soutenu. Je dirais que comme acteur philanthropique, qu'on est Mission Inclusion, on a autre chose à faire que juste être en réaction. Puis on le fait déjà. Donc non, on n'est pas condamné à seulement soulager des effets négatifs d'une crise. On le fait, là, dans le cadre de la COVID-19. Règle générale, notre travail de soutien, il n'est pas dans l'urgence auprès des organisations, il est aussi dans le développement. Il y a aussi des approches de participation citoyenne, il y a des approches d'éducation populaire et des approches collectives. Donc, nous, notre travail habituel, il n'est pas juste dans le fait de soulager des besoins de base ou soulager des besoins urgents, mais on le fait des fois. On le fait beaucoup là, pendant la COVID. De temps en temps aussi, dans notre travail auprès des organisations, on peut le faire parce qu'il y a un besoin particulier. C'est pas la trame de notre travail. Au Québec comme à l'international, c'est pas ça la trame, mais de temps en temps, on le fait. Quand tu poses ta question au sujet des changements systémiques, est-ce qu'on peut être un acteur pertinent là-dedans? Oui, on peut être un acteur pertinent là-dedans. À Mission Inclusion, on a ça à notre agenda. C'est vraiment dans le dernier travail de réflexion stratégique qu'on a fait, on s'est dit, on va arrêter d'être si discret sur ces choses-là, parce qu'on l'a toujours un peu fait sans jamais trop en parler. Ça fait partie de nous, ça fait partie aussi, aussi quand même de la philosophie de notre fondateur, le cardinal, puis de sa capacité de s'indigner contre des injustices. Puis parler de justice sociale, c'est quelque chose qui est connu de nous, ça fait partie de nous aussi. Donc l'indignation, on trouve ça bien important. Il faut la pratiquer davantage. Fait que ce qu'on essaie de faire, on a déjà commencé, ça fait pas longtemps que c'est officiellement à notre agenda, dans notre stratégie d'inclusion. On a un document qui est un document d'orientation. Fait qu'on a déjà, juste dans le cadre de la COVID, on a participé au mouvement qui était tout à fait contre le couvre-feu pour les personnes itinérantes. Ça, c'est quelque chose, ça nous avait indignés parce qu'on a le champ d'action itinérance, on connaît les organismes, on connaît leurs revendications, puis là, tout d'un coup, on se disait comme eux, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont aller où, là, les personnes itinérantes? Fait qu'on a tout de suite ajouté notre nom sur cette revendication-là, qui était un mot au premier ministre, à François Legault, sur « c'est pas vrai, ça marchera pas ». Fait que, effectivement, un jour après, il a laissé tomber cette mesure, on était là, yeah! On l'a eu facilement, celle-là, mais des fois, il y a des combats, puis il y a des luttes qui sont beaucoup plus longues que ça. Puis nous autres, on va prendre part à ça, Mission Inclusion.